Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct ou en différé pour ce premier numéro des Rencontres de la France qui gagne. Les Rencontres de la France qui gagne, ce sera une suite d'événements à partir d'aujourd'hui jusqu'au mois de juin pour célébrer cette France qui réussit, cette France qui entreprend, cette France qui peut encore être fière de la place qu'elle prend dans le monde et de ses innovations qu'elle développe. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la mobilité du futur et de la façon dont la France y occupe une place que nous ne connaissons peut-être pas assez. Alors, vous savez qu'on connaît notre bonheur quand on l'a perdu. Je crois que c'est le cas malheureusement de la mobilité en ce moment. Cette mobilité dont on peut dire qu'elle est une des premières libertés. L'année 2020 aura consacré la mobilité comme un luxe, cette mobilité qu'on espère retrouver un jour, pouvoir nous déplacer librement dans les rues, pouvoir reprendre facilement le train, l'avion, voyager, aller voir nos proches. Depuis l'invention de la roue il y a 5000 ans, l'humain n'a de cesse d'essayer de développer des technologies pour se déplacer plus loin, se déplacer plus vite, plus confortablement et de façon plus sûre, conquérir de nouveaux espaces. La mobilité, c'est un instrument de conquête et de puissance. Évidemment, on se souvient de cet âge des explorations avec un Magellan qui part pendant 3 ans au début du XVIe siècle et qui d'ailleurs ne revient pas. C'est l'un de ses lieutenants qui est revenu au bout de 3 ans. Évidemment, depuis, la circumnavigation est devenue beaucoup plus facile. On sait que l'arrivée du train en 1804 a permis de projeter, déplacer des millions de tonnes de marchandises et a permis de façon extrêmement forte ce déploiement de la révolution industrielle qui a été évidemment aussi lancé par les nouvelles technologies de propulsion liées au moteur, à la vapeur naturellement. Mais cette révolution industrielle, elle est profondément liée à la mobilité. La mobilité, elle a aussi de tout temps accompagné l'excellence, elle a été accompagnée par l'excellence scientifique. Le premier vol motorisé qui a été réalisé en 1903 par les frères Wright a permis de franchir une étape, le survol des océans et des montagnes dont on rêvait jusque-là. Cette envie de conquérir les cieux, on l'a vu depuis très longtemps avec Vinci ou même avec les frères Montgolfier, elle a commencé à se concrétiser. Naturellement, on pense aussi au roman de Jules Verne, dont beaucoup concernent la mobilité. Robur le Conquérant, 20 000 lieues sous les mers, le tour du monde en 80 jours, 5 semaines en ballon. Cette mobilité, elle modélise nos projections dans le futur. Et évidemment, depuis l'aérospatiale, nous sommes même capables de nous projeter au-delà de la Terre. La mobilité, elle remodèle profondément notre rapport au temps. Le développement du train, du TGV, le développement des autoroutes a changé la façon dont on organisait nos institutions, dont on est capable d'organiser la gouvernance. Souvenons-nous qu'après d'ailleurs la Révolution française, on avait fixé la taille des départements afin que chacun puisse ne jamais mettre plus d'une journée à cheval pour aller jusqu'au centre administratif. Et on voit aujourd'hui évidemment que ces logiques sont totalement différentes, que l'arrivée d'une autoroute, l'arrivée d'un TGV va faire augmenter le prix de l'immobilier, mais aussi repositionner des équilibres économiques et essayer aussi de répartir de façon différente l'économie. La voiture autonome fait partie, on en parlera, mais fait partie des grands espoirs et peut-être des grands comment on dirait, game changer, comme on dirait en français, des grands changeurs de règles, des ruptures extraordinaires qui pourraient arriver, nous permettre de travailler, dormir, nous divertir dans les voitures et de faire de la voiture non pas seulement un espace de transit, mais aussi un espace de vie et aussi de changer la façon dont la valeur économique se déploie sur un territoire. On pourrait penser aussi à l'Hyperloop, dont le concept est un concept de Jules Verne, mais dont la réalisation viendrait d'Elon Musk, si l'on en croit ces projets qui n'ont pas encore totalement abouti, mais ce sont des projets qui sont en train d'être sérieusement étudiés. Cette mobilité, elle a souvent fait la grandeur de la France. Dans l'histoire, la France, et il ne faut pas bouder notre plaisir, a souvent été à la pointe de l'innovation. J'ai déjà cité Jules Verne
qui a non seulement fait rêver, mais aussi, je crois, inspiré des inventeurs. Il a été finalement quelqu'un qui a beaucoup fait de la science-fiction, qui est devenu après coup de la science tout court. Mais souvenons-nous qu'en 1769, le premier véhicule motorisé a été créé par français Nicolas-Joseph Cugnot, le fameux fardier de Cugnot, la première automobile, même si évidemment elle n'allait pas très loin et pas très vite. Mais bon. En 1880 et en 1881, on assiste à la création, à la commercialisation des premières voitures thermiques et électriques, là encore développées par des Français, Édouard Delamarre de Bouteville et Charles Gentot, on l'a sans doute oublié. En 1783, le premier ballon en cuir s'envole grâce aux frères Montgolfier. Et en 1852, c'est encore un Français qui va conquérir les cieux avec le lancement du premier dirigeable, qui s'appelle Henri Giffard. 1971, le TGV, le train à grande vitesse, est testé sur les rails alsaciens. C'est une technologie qui aura un écho, un succès mondial et qui va tirer les exportations françaises pendant de très nombreuses années. En 1976, premier vol du Concorde, une co-création franco-britannique. Et c'est un avion supersonique qui fera la preuve du génie des ingénieurs français, une réussite technologique, peut-être pas malheureusement une réussite commerciale, et on sait malheureusement comment il se finit, mais quand même un motif de fierté française qui aujourd'hui est devenu le symbole de toute une époque. Aujourd'hui, il faut le dire, de nombreuses voix s'élèvent pour restreindre la mobilité, pour faire un appel à une restriction de la mobilité. Est-ce que cette mobilité est en crise? Est-ce que l'idée de mobilité même est en crise? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le grand enjeu va être de concilier mobilité et réduction de l'empreinte carbone de cette mobilité. C'est possible, c'est même commencé dans le secteur aérien. Rappelons que le nombre de passagers transportés a augmenté de 60% en 15 ans, mais les émissions liées n'ont progressé que de 15%. Ça veut dire que les moteurs sont beaucoup plus efficaces. Airbus, par ailleurs, ambitionne de développer un avion 100% hydrogène pour 2035. Cela foisonne d'innovation, cela foisonne de nouveautés. Et les invités que nous avons aujourd'hui et qui ont eu la gentillesse de répondre à notre invitation, vont témoigner de cette innovation et de tout ce qui aujourd'hui commence à exister et de ce qui va exister, car nous allons parler du présent mais aussi du futur. Alors je commence par accueillir Étienne Hermite, vous êtes CEO de Navia et vous allez nous parler du sujet l'un des sujets qui fait, je crois, le plus rêver, en tout cas moi c'est le truc que j'attends le plus, c'est la mobilité autonome. Étienne. Merci Olivier. Oui, je vais vous parler de mobilité autonome. Je suis le président de Navia. Alors, ce que je vous propose, c'est je vais d'abord vous présenter en quelques mots Navia. Ensuite, je vous parlerai de quelques enjeux du secteur et puisque le thème de ce cycle, c'est la France qui gagne, qu'est-ce que peut faire la France et dans la perspective des prochaines élections et de politique publique, qu'est-ce qui pourrait être fait pour la mobilité autonome. Mais avant, j'aimerais qu'on regarde une petite vidéo qui montre ce que c'est que Navia, le genre de service que nous mettons en place.
Voilà, alors Navia, c'est une entreprise française qui a été créée en 2014, donc il y a 6 ans d'existence. On est implanté à Lyon et à Paris, et on est également implanté aux États-Unis, près de Détroit, où nous avons un bureau, et nous venons également d'ouvrir un bureau à Singapour. Il y a 300 personnes qui travaillent chez Navia, dont la moitié d'ingénieurs, des ingénieurs en développement logiciel et des ingénieurs en développement hardware. Nous avons, comme c'était montré dans la vidéo, des actionnaires, un mélange d'actionnaires industriels et financiers. Industriels, on a Valeo qui est un grand équipementier français à notre capitale, ainsi que Keolis qui est une filiale de SNCF spécialisée dans le transport urbain et interurbain. On a déployé depuis le début de notre existence, courte existence, 170 véhicules autonomes, des navettes telles que vous les avez vues sur la petite vidéo, à titre d'expérimentation dans 22 pays, sur tous les continents, en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis. Et donc nous sommes la société qui avons déployé le plus d'expérimentation de navettes autonomes au monde. Et donc ça, c'est une vraie fierté. Et depuis 2 ans maintenant, nous diversifions notre activité sur la capacité à déployer nos systèmes sur n'importe quel type de véhicule spécialisé. Véhicules spécialisés de transport, notamment de transport de marchandises, parce qu'il y a un vrai enjeu. Il y a la mobilité des personnes, mais aussi la mobilité des biens. Et le fait de pouvoir transporter les biens et les personnes de façon autonome est fortement créateur de valeur. Notre objectif, notre mission, c'est donc de développer des systèmes de conduite autonome de niveau 4 pour améliorer le transport des personnes et des biens. Alors, vous savez peut-être, il y a 5 niveaux d'autonomie. Le niveau 0, c'est quand le conducteur doit tout faire lui-même. Et le niveau 5, c'est quand il n'a plus rien à faire, jamais, dans aucune condition. Nous visons le niveau 4, qui est le niveau dans lequel le véhicule est totalement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de safety driver, il n'y a pas besoin de reprendre en main à aucun moment, mais le véhicule fonctionne tout seul en autonomie dans un certain contexte, par exemple de vitesse, par exemple d'environnement, par exemple de météo, quand le niveau 5, lui, promet, parce qu'aujourd'hui ça n'est qu'une promesse, de pouvoir remplacer l'être humain dans tous les cas. Donc nous ne visons que le niveau 4, ce qui est déjà en soi un défi, puisque aujourd'hui, vous n'avez nulle part dans le monde des services commerciaux de niveau 4. Alors, quels problèmes allons-nous contribuer à résoudre en développant ces technologies ? Vous l'avez un petit peu mentionné dans votre exposé introductif. On va contribuer à faciliter la mobilité des biens et des personnes en faisant baisser le coût de production d'un service de transport de personnes ou de biens, ce qui va permettre de déployer de nouveaux services, des services qui jusqu'à présent ne sont pas possibles parce qu'il n'y a pas de modèle économique où, comme c'est le cas dans les transports publics, la puissance publique n'a pas les ressources financières pour produire tous les services de mobilité qui seraient nécessaires. Typiquement, et il y avait quelques illustrations dans la vidéo, il y a beaucoup de services du premier et du dernier kilomètre qui aujourd'hui ne peuvent être rendus parce qu'ils auraient un coût trop élevé avec un chauffeur et qui demain pourront l'être. Le coût du chauffeur dans un service de transport, c'est entre la moitié et les 2/3 du coût du prix de revient. Donc si vous remplacez le chauffeur par un système, le système a un coût, mais le système aura un coût qui sera bien moindre que le coût du chauffeur. Vous pouvez diminuer de façon très importante le coût de production du service. Pour vous donner un ordre de grandeur, on estime dans le transport public que le coût de transport d'une personne par kilomètre
est à peu près de 50 centimes d'euros. Nous estimons que nous pouvons faire baisser ce coût avec les technologies par un facteur de 2. Et donc de 50 centimes, ça passe à 25 centimes. Et donc ça ouvre un champ de possibilités absolument considérable. Donc ça, c'est un service. Ensuite, d'autres services, c'est tout simplement d'augmenter la fiabilité, la régularité, d'augmenter la fréquence des services de transport. Et ça, c'est extrêmement important. Ce qu'on ne sait pas forcément vu de la France, c'est que partout dans le monde, il y a une pénurie de chauffeurs. Partout dans le monde, et d'ailleurs y compris en France. C'est compliqué de trouver des chauffeurs, c'est parce que être chauffeur, notamment de transport collectif, ça demande une qualification importante, et ce sont des métiers qui sont pas très recherchés, et par conséquent, partout dans le monde, il y a une pénurie. Et donc, on a souvent l'objection qui est « oui, mais votre technologie va détruire des emplois ». En réalité, notre technologie, elle va surtout permettre de trouver des conducteurs là où on a du mal à en trouver. Voilà. Et donc, le fait de rendre le transport collectif plus facile, moins cher, plus accessible, va être un appel d'air important pour réduire la place de la voiture individuelle, et vous parliez des défis technologiques. Parce qu'avec une offre de transport plus abondante, la raison de prendre sa voiture individuelle, qui est souvent une raison de détail, mais des détails qui comptent, c'est quand vous avez 1,5 km ou 2 km à faire pour vous rendre de votre domicile à la station RER ou à la gare la plus proche, ben en réalité, ça fait une rupture, c'est compliqué. Et vous allez peut-être faire le choix de faire tout le trajet avec votre véhicule individuel. Si demain, il y a des solutions faciles de transport, donc du premier, du dernier kilomètre, ça va permettre d'alimenter des grands réseaux ferrés de transport de masse. Voilà, donc nous, on inscrit le développement de nos systèmes dans cette mission-là. Et c'est pour ça qu'on a commencé à développer nos services sur des navettes, donc qui sont des petits objets qui jusqu'à présent n'existaient pas, parce que quand vous aviez un chauffeur, vous préférez mettre un long bus derrière pour transporter le maximum de personnes. Et donc avec le véhicule autonome, on a la possibilité d'inventer de nouveaux form factors. Alors l'approche qui a été la nôtre est une approche assez différente, presque orthogonale de l'approche américaine. L'approche américaine de sociétés comme Google ou GM, qui ont des moyens beaucoup plus importants que les nôtres. Nous, nos investissements se chiffrent en dizaines, centaines de millions d'euros. Chez Waymo ou Cruise, c'est plutôt des milliards de dollars. On estime qu'il y a à peu près 80 milliards de dollars qui ont été investis sur les technologies de conduite autonome depuis dans les 5 dernières années. Et le fait est qu'aujourd'hui, il n'y a toujours pas de véhicules autonomes sur les routes, ce qui montre à quel point ce sont des technologies qui sont compliquées à mettre en place. L'approche initiale des sociétés américaines, ça a plutôt été l'approche que vous aviez dans votre introduction, qui était de s'imaginer dans une voiture individuelle entièrement autonome. Et donc la démarche initiale de ces acteurs-là, ça a été de viser directement le Graal, c'est-à-dire le niveau 5 de l'autonomie, la voiture qui va être capable d'aller dans les petites rues du centre-ville, de prendre une bretelle d'autoroute, de prendre l'autoroute, de sortir de l'autoroute et d'arriver jusqu'à votre destination. Aujourd'hui, à part Tesla qui régulièrement fait des annonces sur la voiture qui sera capable de faire ça, plus aucun acteur ne vend ça à court terme. Et donc, la plupart des acteurs aujourd'hui réfléchissent à comment arriver à une technologie de conduite autonome qui permette de rendre un service commercial pour transporter des personnes ou pour transporter des biens, mais qui soit accessible à horizon de 24, 36, 40 mois et pas 10 ou 15 ans. Parce que tous ces milliards investis, à un moment, doivent produire des fruits. Et donc, nous, on a une approche assez modeste, d'une certaine façon, qui était de dire, en fait,
on pense que même avec une technologie qui ne permettra pas d'aller très très vite, mais qui permettra d'aller à 20-25 km/h dans des environnements à peu près maîtrisés, il y a moyen de produire des vrais services commerciaux sur des sites privés, sur des sites sur du premier ou du dernier kilomètre, qui sont très fortement créateurs de valeur. Donc l'enjeu pour le secteur et pour nous en particulier, c'est dans les 24-36 prochains mois d'arriver à délivrer des vrais services commerciaux, les vrais premiers services commerciaux, en clair démontrer que ça marche. Et donc, nous, on a vraiment une approche du développement du véhicule autonome qui est une approche graduelle. On va aller de choses très simples à des choses plus compliquées. Il y a des défis, donc la plupart des défis sont des défis technologiques, mais il y a aussi beaucoup de défis qui sont non technologiques, qui sont liés à l'acceptabilité sociale de véhicules sans conducteur. Ce n'est pas évident. On a fait une expérimentation pendant 2 ans à la Défense avec une navette qui circulait sur le parvis. Les gens sont quand même de voir un véhicule sans chauffeur. Et puis, ils passaient devant pour voir si le véhicule allait vraiment freiner. Donc, il y a des vrais sujets d'acceptabilité sociale. Il y a des sujets de réglementation, tout simplement. Il y a une convention qui s'appelle la Convention de Vienne qui dit que tout véhicule terrestre à moteur doit être piloté par un conducteur. Les États-Unis ne sont pas signataires de cette convention, mais la France l'est. Des standards technologiques, des standards d'assurance, etc. Donc, j'en viens à ma dernière partie qui est quels sont les atouts de la France et qu'est-ce qu'on peut faire pour gagner. On a des vrais atouts en France. Le premier atout, c'est qu'on est très bon en software. On a de très bons ingénieurs. Et typiquement, nous, on travaille beaucoup au Japon. Les Japonais sont très bons pour produire en très grande de la très grande qualité. Ils sont moins bons sur le software. Et donc, on a des vraies choses à faire là-dessus. On a un écosystème transport, mobilité, énergie qui est très dense, qui est très riche. On a des énergéticiens, on a des opérateurs de transport public qui sont de rang mondial. On a des constructeurs automobiles, on a des équipementiers, on a des sociétés de services et on a un écosystème de start-up de mobilité qui est très fécond, très fertile. On a une approche aujourd'hui, la France a une approche sur le véhicule autonome qui est plutôt la bonne. Il y a une personne qui s'appelle Anne-Marie Hydrac qui porte le véhicule autonome, le sujet du véhicule autonome pour le ministère des Transports et qui depuis quelques années développe cette stratégie France Véhicule Autonome qui est une stratégie graduelle, qui est plutôt une stratégie qui devrait donner des bons résultats. Il y a néanmoins, à mon sens, un manque de coordination au niveau européen. La France toute seule est trop petite et il y a un vrai risque que les technologies de conduite autonome soient préemptées par des acteurs américains et chinois. Et or, à mon sens, c'est quand même un vrai sujet de souveraineté, de savoir les technologies qui demain vont conduire les véhicules à la place des gens sur les routes. Ça pose un vrai sujet de souveraineté. Voilà, donc pour conclure, je souhaiterais dire que le véhicule autonome est un domaine dans lequel la France a de très nombreux atouts et des entreprises de grande qualité. Il faut que la France poursuive dans une stratégie qui soit constante, régulière et prévisible dans le domaine du véhicule autonome. Merci beaucoup Étienne Hermite, donc CEO de Navia. Vous nous avez fait toucher du doigt ce qui est en train de se faire, ce qui va se faire bientôt, peut-être la réalité par rapport au fantasme, et puis évidemment les enjeux liés à la France. Merci beaucoup. Jean-Gabriel Audebert-Larochat, vous êtes secrétaire général de Trainline et vous allez nous parler du multimodal parce que une des questions de la mobilité, c'est justement qu'il y a plusieurs mobilités, il y a plusieurs outils, plusieurs types de machinerie. Et un des enjeux est évidemment de les faire travailler ensemble. Et je crois que c'est la vocation de Trainline.
Oui, bonjour, je suis ravi d'être ici avec vous pour parler de multimodalité. Je commencerai par évoquer quelques mots sur Trendline et en quoi nous sommes à l'avant-garde de la multimodalité à longue distance. Ensuite, j'évoquerai quelques constats et les challenges pour le développement d'une France multimodale. Et enfin, je vous ouvrirai un peu la perspective pour l'horizon 2022-2027. Donc je commence par Trendline. Trendline, c'est quoi? C'est le fruit du rapprochement d'une entité anglaise et française. Et nous sommes devenus un champion européen de la multimodalité longue distance. Notre objectif, il est simple, c'est réduire l'empreinte carbone des déplacements en rendant les voyages en train et en bus plus attractifs grâce à la technologie. Ça a été évoqué, on a beaucoup d'excellents ingénieurs en France et en Europe, et donc on a plus de 350 ingénieurs chez Trendline qui travaillent à rendre le voyage en train et en bus plus attractif. Trendline commercialise les offres de plus de 270 compagnies ferroviaires et de bus. Et nous comparons et créons des combinaisons multimodales, uniques et souvent au meilleur prix. Notre maître mot, c'est la simplicité. C'est pour un voyage impliquant plusieurs transporteurs, soit un bus et un train, soit un train longue distance et un train régional, une seule application, un seul paiement, un seul service client, un seul service après-vente automatisé pour les modifications et les annulations. En fait, c'est assez simple. Nous voulons être un guichet numérique européen pour voyager en train et en bus. On peut le permettre de le faire en 45 pays en Europe et à travers le monde. Et nous vendons des billets à des résidents de 175 pays, en 14 langues. Quels sont les constats ou quels sont les challenges que nous pouvons voir pour le développement de la France multimodale? Et donc l'objectif étant toujours de réduire l'usage individuel de la voiture. Et donc pour ça, il faut absolument tout faire, et ça c'est la question qui taraude un peu tous les acteurs de l'écosystème, pour que le voyage multimodal de porte à porte devienne aussi simple et attractif que l'usage individuel de la voiture, qui a en effet beaucoup d'atouts pour les voyageurs. Et on ne peut pas se contenter des interdictions. La France ne gagne pas quand elle interdit uniquement. Et pour rendre ce voyage multimodal aussi attractif que l'usage individuel de la voiture, eh bien, les entreprises technologiques ont un grand rôle à jouer. Quels sont les obstacles et les challenges pour le développement de cette multimodalité? Le premier, c'est la complexité inhérente à la combinaison des modes de transport très différents. On peut prendre un long distance avec réservation obligatoire, avec un transport public urbain qui est sans réservation. Ou même un train longue distance avec des nouveaux services de mobilité comme les trottinettes ou les vélos en libre service. C'est totalement des modes très différents, donc cette complexité fait que si vous voulez la mettre sur une seule interface, évidemment, c'est un challenge, c'est un sacré challenge. Ensuite, il y a également la couverture de l'intégralité du territoire. Les enjeux ne sont pas les mêmes dans les zones très denses et connectées que dans les zones plus isolées. Il y a également le besoin de faire preuve d'humilité et d'éviter la folie des grandeurs pour rendre le voyage multimodal plus attractif. Sur l'humilité, c'est peut-être un objectif, c'est que chacun doit faire son métier et bien le faire. Le transporteur transporte, avec une concentration sur la ponctualité, la propreté, l'information voyageur de qualité. Le distributeur ou l'application vend de manière innovante, avec une expérience utilisateur adaptée à chaque voyageur, langue, devise, profil. Et enfin, les pouvoirs publics régulent. Et je sais qu'ici, je vais peut-être être entendu, mais si on peut comprendre la tentation légitime des pouvoirs publics de se constituer leurs propres outils, c'est risquer la fragmentation qui est le frein ultime à la multimodalité. Donc les pouvoirs publics régulent et permettent les innovations pour qu'elles aillent dans le sens de l'intérêt général. Ensuite, sur éviter la folie des grandeurs. Et donc là, je vais me permettre de rebondir sur le sujet Hyperloop, mais peut-être avec une provocation. C'est de se concentrer sur des infrastructures de qualité pour qu'elles permettent une meilleure expérience de transport. Donc, nous pensons que la priorité absolue doit être donnée à la rénovation et modernisation du réseau existant. Pour le ferroviaire, ça permettra moins de retard, maintien des dessertes fines du territoire, on sait que c'est un gros enjeu sociétal, et plus de trains qui circulent sur les voies. Et donc, dans cette perspective de donner la priorité à la modernisation et à la rénovation de l'existant, il n'est pas certain qu'Hyperloop soit une absolue priorité. C'est certes une innovation technologique, donc il faut la saluer, mais pour l'instant avec des flux très limités, contrairement aux transports collectifs terrestres qui font du mass transit. Par ailleurs, une deuxième provocation,
si la France, qui est une grande nation touristique également, n'accueille pas des touristes, ou les touristes qui viennent visiter la France pour nos magnifiques paysages ne viennent pas pour nos éoliennes, il est fort doutable qu'ils viennent également pour visiter nos nouveaux pipelines d'Hyperloop. Enfin, sur les challenges et les constats, il y a un écueil à éviter, et ça résume un peu les enjeux que j'ai évoqués, c'est celui du billet unique. Tout d'abord, ça s'inscrit dans une logique papier, et c'est la fausse bonne idée, parce qu'avoir un billet unique pour une multitude de modes de transport, ça veut dire avoir des engagements et des accords avec chacun des modes que vous allez emprunter, et donc c'est un peu une chimère, et c'est le meilleur moyen de ne pas avancer. Par ailleurs, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, les nouveaux services de mobilité, on ne parle plus de billets, mais on fait de la réservation d'un service qui est plus du tout dans la logique d'un ticket. Et donc, ce qu'il faut penser, c'est un guichet numérique unique, avec une multitude de titres, une multitude de réservations sur une seule interface. Et donc, enfin, pour terminer, j'aimerais ouvrir un peu la prospective, et donc la France qui gagne, la France multimodale qui gagne entre 2022 et 2027, avec quelques innovations. Donc, c'est une liste pas du tout exhaustive, et puis c'est les innovateurs et les innovations qui décideront, pas nous, pas aujourd'hui. Mais pour rendre le voyage plus simple et plus attractif, le voyage multimodal, on pourrait penser à la facilitation des remboursements et des compensations en cas d'annulation de retard. C'est pour gagner du temps pour les voyageurs réguliers, par exemple. Également, la prédiction de retard et d'annulation pour chaque mode de transport, grâce au big data. Ça pourrait engendrer beaucoup moins de tracas, éviter des rendez-vous manqués, et surtout, ça donnerait de la confiance. Et le voyage multimodal, et donc de changer les comportements de l'usage individuel de la voiture en utilisant la multimodalité, ça passera par la confiance des utilisateurs. Et je reviens, on évoquait, les contraintes ne suffisent pas, les interdictions, pardon. Enfin, on peut également évoquer la commande de services à bord à travers les différents modes empruntés depuis une seule application. Et là, on en revient au dernier kilomètre. Quand je serai dans mon train, est-ce que je pourrais utiliser des services de navette autonome et les réserver depuis la même application pour avoir une logique porte-à-porte. Le rêve ultime, enfin, c'est évidemment avoir tous les services de mobilité de France et de Navarre au sein d'une seule et même application, mais c'est un défi qui n'est pas encore, c'est peut-être le stade 5 de l'autonomie. Tous ces services innovants, au service de la simplicité et de la confiance dans le voyage multimodal, ils ne seront possibles uniquement qu'à deux conditions. C'est qu'au niveau européen soit assurée une concurrence loyale et vertueuse, et donc émulatrice, entre tous les acteurs. En effet, la pluralité est la meilleure rançon face au risque de désintermédiation ou de constitution de monopoles nouveaux à l'ère du numérique. Ça passe aussi par une ouverture accrue des données de mobilité, toujours au niveau européen, car on sait tous, les données de mobilité ou les données sont un fabuleux carburant pour innover. Et sur ces deux conditions, à ces égards, il faut saluer les travaux menés actuellement par les commissions européennes, qui ne manquent pas d'ambition, et j'ai deux idées en tête. Le premier, c'est la Smart and Sustainable Mobility Strategy et la European Mobility Data Space, portée par Thierry Breton. Et ici, on peut espérer que ces travaux ne manquent pas d'ambition, je viens de vous le dire, et on peut espérer que la position de la France dans ces discussions au niveau européen sera également très ambitieuse, parce qu'on sait tous que la France qui gagne est une France ambitieuse au niveau européen, et la récente actualité nous l'a montré. Merci beaucoup, Jean-Gabriel Audebert-Larochat. Donc vous êtes secrétaire général, je rappelle, de Trendline. Et j'apprécie que pour une fois, on parle d'Europe positivement, en saluant l'action qui est menée. Ça me permet de remercier nos deux invités qui vont laisser la place aux deux invités suivants. Ça me permet aussi de répéter, parce que je crois qu'il y a eu un problème de son au départ, que vous êtes tous les bienvenus en direct ou en différé pour ce premier numéro des rencontres de la France qui gagne. Ces rencontres de la France qui gagne montées avec l'Institut Sapiens, mais aussi en collaboration, en complicité avec mon ami et complice Nicolas Bouzou qui va faire la conclusion et la synthèse, et avec le partenariat précieux de Syntec Numérique qui apparaît sur votre écran. Alors, merci beaucoup, chers amis, et nous allons laisser la place à nos deux derniers débatteurs ou participants.
Ils vont nous parler de mobilité partagée, de transport zéro carbone. On va parler donc, naturellement de la question de la consommation, de la pollution liée au carbone. On va parler évidemment aussi d'acteurs qui essayent de partager ces actifs, de faire que nous ayons des capacités de transport qui ne soient pas inutilisées, un peu l'équivalent d'une très fameuse plateforme qui permet de partager son salon ou de partager ses chambres à coucher, mais on peut le faire, comme vous le savez aussi, avec ses places de voiture. Et puis, naturellement, avec Cyril Lenain, nous parlerons de Renault, nous parlerons des transports zéro carbone et de la façon dont on peut lier les transports aujourd'hui à la lutte contre les réchauffements climatiques, car oui, réellement, ça n'est pas une fatalité. Oui, je vous en prie, venez. Ce n'est pas une fatalité. On peut conserver la mobilité et les avantages civilisationnels qu'elle apporte avec le respect de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique. Cyril Lenain, bonjour. On parlera tout à l'heure avec vous donc de transport zéro carbone. On est en train de terminer d'équiper Frédéric Mazella, qui est CEO de Blablacar. Alors, je crois qu'on connaît tous Blablacar. Je ne sais pas si on a tous utilisé ou pas un jour ces services. Le nom vous dit beaucoup sur quelque chose qui va au-delà de l'usage même de Blablacar. Vous allez pouvoir vous déplacer, mais aussi rencontrer des gens. Et je trouve très intéressant qu'à travers la mobilité, on touche la question non pas seulement du fait d'aller du point A au point B, mais aussi le lien de la mobilité avec la socialité, la sociabilité et le fait de se rencontrer et de faire des rencontres avec des gens qu'on n'aurait probablement jamais vus sans ces nouveaux moyens. Et des moyens qui ont été inventés en France, et en tout cas pour lesquels nous avons en France des champions reconnus au niveau mondial. Frédéric, installez-vous. Bienvenue. Merci à vous deux d'avoir répondu à notre invitation. Alors, j'allais dire, on ne présente plus Blablacar, mais si, vous allez quand même nous présenter Blablacar et nous en parler, nous parler de votre actualité, de ce que vous faites, de vos projets et de votre place dans cet enjeu de la mobilité. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, voilà, les caméras sont là. Il faut regarder en face. Faut regarder par là. Oui, alors je vais parler des mobilités et effectivement de la mobilité partagée. Enfin, nous, ce qui nous concerne principalement pour Blablacar. Alors après, ce qui se passe, c'est qu'il y a globalement plusieurs révolutions à l'œuvre dans la mobilité. Je pense qu'on l'a vu depuis ce matin. On voit un petit peu tout ce qui se passe. Alors, moi, j'ai l'habitude de le résumer plutôt sous un acronyme qui est l'acronyme CASE. Alors, je ne sais pas si je commence directement à vous parler de tout ou on est d'accord, donc on est parti. Mais parce que quand on résume par les 4 lettres du mot CASE, on voit les 4 révolutions qui sont à l'œuvre sur la mobilité et notamment le CASE, ouais. Le C de CASE, c'est connecté, donc on voit que la mobilité est connectée. Le A, c'est autonome. Bon, on en a parlé juste avant avec Navia notamment. On voit que la mobilité autonome est en train d'arriver et que c'est quand même une énorme révolution. Le S du CASE, c'est pour sharing, donc c'est tout ce qui est mobilité partagée. Donc là, vraiment, ça va être le secteur sur lequel Blablacar agit énormément. Et le E, c'est plutôt l'électrique, puisqu'il y a un changement, évidemment, au niveau de la propulsion et de l'énergie qui est utilisée. Donc on voit que déjà, une seule de ces révolutions-là, à elle seule, pourrait en fait être déjà un changement majeur pour une industrie. Et là, sur la mobilité, on en a 4. Donc alors évidemment, la conséquence, c'est qu'on voit des choses incroyables arriver dans ce domaine-là, des drones qui volent aux voitures autonomes, en passant évidemment par les nouveaux usages de partage tout simplement des véhicules qui jusqu'à présent pouvaient être parfois assez inoccupés. Donc là où Blablacar agit énormément, c'est évidemment sur le côté partage avec 3 préoccupations principales. Alors Blablacar, déjà je vais reprendre un petit peu les chiffres. Aujourd'hui, c'est plus de 90 millions de personnes dans 22 pays, dont 18 millions de Français qui sont inscrits donc, sur Blablacar, qui l'utilisent assez régulièrement. On a aussi différentes activités, c'est-à-dire qu'on a un petit peu diversifié. On est parti sur du covoiturage, principalement longue distance initialement,
c'est-à-dire des distances plutôt de 250 km interrégions. Et puis on s'est aussi développé sur le bus plus récemment, avec les bus Blablabus notamment, et puis et également dans plusieurs pays. Et puis au-delà de ça, on a aussi le covoiturage domicile-travail pour aller faciliter les déplacements du quotidien et partager les trajets également, puisque sur ces trajets-là, le taux d'occupation des voitures est vraiment très très faible, puisque c'est autour de 1 personne par voiture sur ces trajets-là, enfin c'est 1,1 dans certaines régions. Et donc évidemment, tout ça, ça a des impacts qui sont extrêmement forts, aussi bien au niveau économique qu'au niveau social et qu'au niveau environnemental. Et donc quand je dis impact, c'est plutôt des impacts positifs, puisqu'en fait le covoiturage aujourd'hui est quelque chose qui permet d'aller réduire très efficacement les émissions de gaz à effet de serre. On a calculé que sur l'année 2019 seulement, on a permis l'économie de 1 600 000 tonnes de CO2. C'est-à-dire plus que 1 600 000 tonnes de CO2, c'est vraiment beaucoup. C'est plus que l'intégralité des émissions de CO2 d'une ville comme Paris liée au trafic routier, en incluant tous les bus, le périphérique. Donc en fait, c'est quand même pas mal d'économies. Parfois la question, alors par rapport au coût de fonctionnement d'un Blablacar, donc tous les serveurs et toute la structure même de l'entreprise Blablacar, on a calculé que les économies de CO2 qu'on génère sont plus de 600 fois plus importantes que le coût environnemental tout court du fonctionnement de la plateforme. Donc en fait, on est vraiment sur de l'optimisation de masse, c'est-à-dire que plus Blablacar se développe, plus on génère des économies de CO2 sur les déplacements. Donc ça, c'est un pilier assez fort. Le pilier aussi sur tout ce qui va être économique et social, eh bien, enfin, là, on réduit les frais de déplacement d'un petit peu tout le monde, donc ça permet effectivement de rendre une mobilité beaucoup plus accessible. Et alors accessible non seulement financièrement, mais aussi accessible au niveau de la capacité de connexion du réseau de zones très excentrées. C'est-à-dire qu'on opère une sorte de désenclavement sur tous les territoires, notamment parce que la voiture va partout, et donc elle permet d'offrir une mobilité, y compris aux personnes qui n'ont pas de voiture, sur à peu près tout le territoire. Voilà. Après, sur ce qui va être l'enjeu aujourd'hui, c'est la combinaison de tous ces moyens-là. Parce qu'on fait beaucoup de multimodalité, j'en ai parlé un petit peu, puisqu'on fait du covoiturage et du bus notamment, et puis du covoiturage longue distance et courte distance, donc on est sur des usages qui sont différents. Mais évidemment, la voie future, on pense, est sur non seulement proposer plusieurs moyens de transport, mais ensuite arriver à les combiner. Parce qu'en fait, la meilleure mobilité, c'est celle qui est à la fois évidemment la plus rapide, la moins chère et la plus confortable. Et donc du coup, quand on combine les moyens de transport, eh bien, on peut combiner le meilleur des mondes. Et donc du coup, le meilleur de tous les mondes. Et donc du coup, quand on regarde par exemple sur certains trajets, alors je suis vendéen, donc je vais prendre un exemple pour aller en Vendée. Par exemple, si vous voulez aller à Longeville-sur-Mer, je ne sais pas si vous connaissez, mais si vous voulez partir de Paris et aller à Longeville, en fait le moyen par beaucoup de personnes, jusque là-bas c'est compliqué avec des moyens de transport. En revanche, l'idée serait simplement de Paris à Nantes, de prendre le TGV et puis ensuite de prendre un covoiturage de Nantes à Longeville. Si on est en tant que passager, ce serait la solution la plus rapide, la plus économique, c'est celle qui a le plus de sens. Et donc en fait, c'est ce genre d'intermodalité qu'on va vouloir aller développer évidemment en faisant de l'interconnexion entre les moyens de transport qui est vraiment une clé qui permet d'aller vraiment débloquer des nouvelles mobilités. Donc voilà, sur tous ces sujets-là, évidemment, Blablacar se positionne comme un acteur qui va pouvoir offrir les bonnes solutions, notamment pour la suite. Alors, évidemment, par rapport à ça, comme on est dans la mobilité, on touche aussi à tout ce qui va être service de type service public. Et donc, comment est-ce que la mobilité peut aller, la mobilité peut s'insérer dans les mécanismes notamment de financement de la mobilité qu'on a aujourd'hui un petit peu partout dans la société. Eh bien, alors il faut voir qu'avant la période de la pandémie qu'on vit actuellement,
on était, j'ai envie de dire, très bien parti sur des nouvelles mobilités, notamment du quotidien. On a la loi L'Homme qui a poussé les choses dans le bon sens, notamment avec la possibilité d'aller financer justement ces nouvelles mobilités. Nous, on avait établi des bons partenariats, notamment avec la région Île-de-France, pour développer le covoiturage domicile-travail. Donc c'était très bien parti. Alors évidemment, la pandémie a mis une sorte de coup d'arrêt à cet élan-là. Cela dit, ce que l'on voit, c'est que en période justement de déconfinement, on a vu que le covoiturage était un moyen de transport extrêmement réactif qui repartait très très bien, c'est-à-dire que ça rebondit. C'est un petit peu, on a eu des courbes vraiment U, c'est-à-dire que ça tombe au moment du confinement, mais ça repart vraiment très très vite juste après, et c'est extrêmement réactif, parce que c'est un réseau qui est somme toute assez facile à redémarrer par rapport à d'autres réseaux de transport, puisqu'il n'y a pas besoin de prévoir énormément. Ce sont les conducteurs qui vont proposer leur place et puis les passagers qui vont aller les chercher, mais qui vont aller les réserver. Mais du coup, c'est très très souple puisque c'est communautaire et c'est très granulaire. Donc en fait, ça redémarre assez facilement comme réseau de transport. Au-delà de ça, évidemment, le covoiturage qui peut être utilisé dans le domaine professionnel pour les trajets domicile-travail est aussi beaucoup utilisé dans le domaine du loisir, des déplacements de loisirs. Donc en fait, c'est des déplacements qui souffrent moins peut-être que les déplacements purement professionnels aujourd'hui, dans cette période-là. Donc le covoiturage a pas mal d'atouts, au-delà du fait qu'en plus, ça minimise le nombre de contacts par rapport à d'autres solutions de transport en commun. C'est un moyen pour, quelque part, minimiser les chances d'être en contact avec le virus, y compris en période de, j'ai envie de dire, entre deux confinements ou post-déconfinement. Donc c'est une solution assez résiliente qui a démontré justement qu'elle était capable de repartir. Cet été, on avait des volumes qui n'étaient pas exactement les mêmes que ceux de l'année dernière, mais qui étaient proches. C'est-à-dire que c'est quand même très très bien reparti suite au déconfinement. Donc là, on attend évidemment la même chose post-déconfinement de la période actuelle. Donc pour la suite, en revanche, ce qu'il faut voir, c'est que on s'est arrêté un petit peu, enfin on s'est arrêté. La mobilité, évidemment, avec le principe même du confinement, j'ai envie de dire, nous a un petit peu stoppé, un petit peu tous à la maison. Et donc du coup, j'ai envie de dire, il n'y a pas de meilleur moment pour imaginer la mobilité de demain que quand on s'est arrêté. C'est-à-dire que changer la direction de quelque chose qui est lancé en pleine vitesse, c'est compliqué, mais c'est plus simple en fait de rediriger quand on est à l'arrêt. Et donc ce qu'on a vu notamment, c'est que cette période-là a permis des innovations, enfin ça a été un boost d'innovation d'usage incroyable. C'est 70% de personnes qui font du vélo en plus en septembre 2020 qu'en septembre 2019 sur Paris. Il y a eu 50 km de Corona-pistes qui ont été développés, y compris sur Paris pour les vélos. Enfin, on voit à quel point évidemment ces périodes-là viennent quelque part faire gagner des années et des années d'incitation au changement de comportement en quelques semaines. Donc c'est un très bon moment pour imaginer les mobilités de demain. Et donc les solutions qu'on propose, nous, en mobilité partagée, ont évidemment aussi un très très bon avenir dans ce nouveau monde qu'on reconfigure, qui va devoir être à la fois offrir une mobilité très accessible, mais aussi une mobilité durable. Et donc, en fait, qui dit durable, dit économie des ressources, qui dit économie des partage ces mêmes ressources. Évidemment, c'est sûr que Blablacar est extrêmement positionné. Merci beaucoup, Frédéric. On a bien touché du doigt cette nouvelle brique essentielle qui est celle du partage des actifs, qui est une des grandes nouveautés de ces dernières années et à travers évidemment ce que toutes les plateformes nous permettent de faire. Et on en a là une application liée à la mobilité qui est précieuse et très intéressante. Alors, il nous reste la dernière brique, peut-être une brique à laquelle on pense évidemment aujourd'hui en tout premier, parce que pour se déplacer, il faut de l'énergie. Cette énergie est un des principaux problèmes aujourd'hui, un des problèmes principaux, qui se posent. Comment arriver à concilier déplacement avec tous les extraordinaires gains économiques et encore une fois civilisationnels que ces déplacements permettent, et respect de l'environnement et défis climatiques. Et je crois que là-dessus, Renault a des solutions dont vous allez pouvoir nous parler. Donc, Cyril Lenain. Alors merci bonjour à tous. Merci de me donner la parole sur ce sujet. Effectivement, c'est un sujet moi qui me tient à cœur personnellement. J'ai débuté ma carrière
les énergies renouvelables est quelque part, c'est toujours resté un fil rouge. Et ça fait une vingtaine d'années que je travaille chez Renault. Et effectivement, Renault, c'est un groupe qui est, on peut dire, le pionnier de la mobilité décarbonée, puisque nous sommes le leader européen du véhicule électrique. Hein. On connaît tous la Zoé et son positionnement de leader sur le marché. On a mis sur le marché plus de 350 000 véhicules électriques à ce jour. Alors principalement les fameuses Zoé. Il y a aussi le Kangoo électrique. Hein. Vous en parlez en introduction. Et surtout, il y a aussi une version hydrogène de ce Kangoo. Donc ça permettra d'illustrer un petit peu les enjeux qui sont économiques, qui sont industriels et qui sont finalement effectivement d'ordre sociétal par le confort de vie et le respect de notre planète. Alors, Renault a une gamme de véhicules électriques qui est complète, hein, qui part de l'hybride jusqu'au plug-in hybride et puis donc les fameux véhicules électriques. Il faut noter par exemple qu'en 2021, l'an prochain, nous aurons une voiture sur 5 qui sera électrifiée. Donc ça représente un réel pourcentage. Hein. Je dirais que l'électrification de masse est déjà en place. Hein. Chez Renault Là, je parle de la gamme Renault. Pour la gamme Renault. De la gamme Renault. Mais bon, voilà, ça démontre en fait l'engouement qu'a le marché pour ce type de technologie. Et je dirais qu'il faut toujours à la fois l'offre et la demande hein, pour développer un marché. Donc là, il y a à la fois la demande. Je pense que tout le monde a pris conscience hein, avec les différents événements climatiques qu'on a pu rencontrer, donc à la fois les feux de forêt, les différentes inondations. En ce moment, on vit une problématique sur le coronavirus. Bon, on a compris qu'il y avait une problématique, et d'ailleurs, on a une feuille de route là-dessus. Alors, avant de démarrer peut-être ma présentation, je voudrais peut-être vous proposer une vidéo pour introduire et surtout remettre la question au centre avec le client. De la part d'un industriel, on utilise souvent le mot client, mais finalement, puisqu'on est dans un débat de société, on va mettre l'humain au centre de cette question. Ça nous va. Je travaille dans une sandwicherie qui s'appelle l'Authentique. Je fais partie de l'équipe de nuit, je travaille de 18h à 2h du matin, 3h du matin, ça dépend des jours. Quand on ferme le snack, le problème c'est qu'il n'y a plus de transport en commun, il n'y a plus de bus ni de métro. Donc il a fallu que je trouve une solution. Un beau jour, un ami m'a parlé d'un moyen de transport qui s'appelle Totem, donc c'est de l'autopartage. On les utilise, on les garde dans la ville et puis ainsi de suite, un autre utilisateur va venir la prendre. Pour des jeunes comme moi qui n'avons pas forcément de véhicule personnel, pour un premier véhicule, c'est très pratique. C'est petit, facile à conduire, facile à prendre en main. C'est électrique, ça fait pas de bruit. Je peux me faufiler en fait un peu où je veux, entre guillemets. Donc en fait, ouais, je me sens libre, on peut dire, dans cette voiture. On peut dire que c'est grâce à cette petite voiture que je peux m'accrocher à ce travail, étant donné que c'est un peu loin de chez moi. Donc là, je peux me construire. La vie d'adulte commence. Alors, cette vidéo, elle montre 3 nouveaux aspects pour les mobilités décarbonées. Une mobilité inclusive, donc il faut s'adresser au plus grand nombre. La mobilité, ça peut être un droit. Et surtout, si on veut adresser la réduction des émissions de carbone, il faut l'adresser sur l'ensemble du marché. Le deuxième point, c'est le partage. Je pense que Frédéric l'a bien expliqué tout à l'heure. Partager les modes de transport, c'est finalement améliorer l'efficacité de l'usage des ressources. Et ça va être à la fois une source de progrès pour les émissions, mais c'est aussi une source de progrès pour, je dirais, la profitabilité des entreprises, parce que le marché grossit de toute manière. La population croît, la proportion d'humains voulant accéder au transport croît, donc il y a de la place pour tout le monde, y compris pour de nouveaux modes. Et le troisième point, c'est donc l'électrification. L'électrification, et ça sera notre sujet, c'est primordial pour offrir de nouveaux modes décarbonés de transport. Donc il faut changer de paradigme et passer d'énergie fossile à des énergies nouvelles, renouvelables, et pour cela l'électricité c'est le vecteur, je dirais, idéal. Alors,
si je reviens sur ces trois aspects, ça recouvre une palette globale de nouvelles technologies. Et donc, d'un point de vue industriel, il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte et à développer, sur lesquelles il faut investir. Alors, je vais en parler un tout petit peu avant de revenir sur les énergies. Il y a, pour l'autopartage, pour tous ces nouveaux modes de transport, il y a des tas de choses à développer, comme la connectivité, alors les infrastructures, les capteurs, les circuits intégrés, les logiciels. Donc il y a vraiment toute une nouvelle palette, et on le voit bien, on est complètement dans l'ère 2.0, 3.0, 4.0. Bon, on veut faire des Silicon Valley un petit peu partout. C'est exactement cette image-là que je veux donner. C'est qu'il y a toute une palette de nouvelles technologies qui vont arriver dans le véhicule. Et finalement, on aura des véhicules qui porteront les technologies qu'on a à la maison, sur soi, etc. Il y aura une continuité à travers toutes ces technologies. Alors, cela dit, pour revenir à l'énergie proprement parler, Olivier, puisque c'était votre question, je voudrais faire un focus en fait sur deux sources d'énergie qui sont importantes et qui permettent d'utiliser l'électricité sur l'automobile, embarquer de l'électricité. Donc je vous parlais des développements de véhicules électriques qui sont en plein boom, je dirais, et qui vont sûrement, dans les quelques années qu'on a devant nous, devenir les motorisations les plus vendues. Hein, puisque je vous l'ai dit, déjà, dans certains pays, on a plusieurs pourcents de ces véhicules qui rencontrent du succès, et on a un objectif qui nous a été donné, qui est très clair, qui est la neutralité carbone en 2050. Hein, on connaît tous les accords de Paris 2015, et l'ensemble des pays industrialisés se sont accordés là-dessus. Neutralité carbone en 2050. Bon, alors ça veut dire qu'il faut se passer des énergies fossiles, et il faut donc électrifier en masse notre parc. Pour cela, une technologie est en train de démontrer son potentiel, c'est les batteries, notamment les batteries au lithium. Alors, je ne ferai pas une défense de cette technologie, puisqu'elle est en train de démontrer le fait qu'elle va sûrement avoir une certaine suprématie dans les quelques décennies qu'on a devant nous. Je dirais simplement que c'est une leçon industrielle et politique qu'on peut retirer, parce que ça fait quand même quelques décennies qu'on est embarqué dans cette histoire de la batterie au lithium. Il faut savoir que c'est une technologie qui a été trouvée fondamentalement, au niveau de ses principes fondamentaux, à Oxford, dans les années 70. Et puis finalement, on s'est arrêté à ces principes fondamentaux, à ces publications de haut niveau, qui ont d'ailleurs valu un prix Nobel aux auteurs en 2019. Et puis, par contre, dans les années 80, une entreprise de chimie japonaise s'y est intéressée pour valoriser cette recherche et en faire un concept d'accumulateur au lithium. Et puis, ça a fonctionné, il a été breveté. Les premiers accumulateurs au lithium sont sortis sur le marché dans des ordinateurs portables, puis des téléphones, et enfin dans nos jolies voitures. Alors dans les années 90, là où ces batteries sont sorties sur le marché pour la première fois, 100% de la production était japonaise. Ensuite, le pays d'à côté, la Corée, s'est rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel là-dedans, avec sa technologie, notamment les micro-ordinateurs, et puis ses voitures. Et donc elle a investi. Donc en ce moment, où je dirais à la suite du Japon, la Corée a, en quelques années, 5 ans, pris une énorme partie du marché de ces batteries qui était en pleine croissance. Et puis, dans les 10 dernières années, la Chine s'est réveillée, son marché intérieur est en pleine croissance. Ils ont forcément, comme vous le savez tous, des besoins en nouvelles énergies, puisqu'ils ont de gros problèmes de pollution, de qualité de l'air. Donc ils ont investi énormément dans le véhicule électrique. À ce jour, un véhicule électrique sur 2 est fait pour le marché chinois, en Chine, pour les Chinois. Et donc ce sont les premiers utilisateurs de batteries, parce qu'il faut beaucoup de batteries sur un véhicule. Et eh bien, en l'espace d'une décennie, ce sont les premiers producteurs de batteries au lithium. Donc voilà, je reviens en arrière. 40, 50 ans après le développement de cette batterie en Occident, eh bien, tout le chiffre d'affaires pratiquement est fait à 98% par l'Asie. Alors, bien sûr, vous le savez, il y a des projets nombreux, des développements de gigafactories, c'est le terme à la mode. En Europe, il y a une vingtaine de projets à peu près. On parle de centaines de milliards d'euros d'investissement dans les 10 prochaines années. Et donc, on se dit, bon, on n'en est qu'au balbutiement.
le gros du développement de la batterie est à venir, on va investir. Bon, ben, enfin, c'est peut-être le cas, mais d'après les chiffres qui sont à ma disposition, si je ne me trompe pas, ça sera entre 15 et 20% des batteries qui seront produites en Europe, 15 à 20%, dont une majorité sous capitaux chinois, ou coréens ou japonais. Donc, nous n'avons pas perdu cette bataille, mais enfin, on ne va pas dire qu'on est en avance. On est suiveur. Alors, il y a une nouvelle bataille qui a débuté il y a quelques mois, c'est l'hydrogène. Alors, pourquoi l'hydrogène? Il y a deux raisons à cela. Il y a une problématique sur les véhicules, donc embarquer de l'énergie, la batterie répond parfaitement, mais pas à tous les usages. Il y a certains usages qui réclament une efficacité sur la densité d'énergie massique, donc sur la légèreté du médium, pour lequel la batterie ne sait pas répondre. Donc c'est par exemple les usages de transport de marchandises, où il faut des véhicules qui portent une charge lourde pour faire beaucoup de kilomètres. Ce sont les bus, transport de passagers, donc je citais donc les fourgons, les bus, les trains, les camions, et un jour les avions, les bateaux. Pour ça, la batterie, qui répond parfaitement au déplacement de véhicules passagers, ne répond pas autant qu'on pourrait le souhaiter en tout cas. Et l'hydrogène semble être un bon candidat. Et puis il y a aussi les besoins qu'ont les énergéticiens pour produire une électricité verte à la base d'énergie renouvelable, donc par définition intermittente, hein, le soleil. Donc il faut stocker l'électricité, ça c'est quelque chose qui est compliqué. Là aussi, pour stocker l'électricité, l'hydrogène va être là. Donc il y a ce développement de ces filières à hydrogène. L'Europe a décidé une centaine de milliards d'investissements, la France 7 milliards, hein. On connaît le plan France Hydrogène qui a été révélé il y a 3 mois. Donc là aussi, il faut savoir que cette technologie a été découverte aussi dans nos universités occidentales prestigieuses, mais nous ne sommes pas les premiers. Alors je me satisfais en fait des décisions politiques et industrielles qui ont été prises, parce qu'il y a effectivement en France notamment un tissu et un savoir-faire important dans les laboratoires, dans les écoles et dans les entreprises comme Renault par exemple, sur ce type de technologie. Mais il est très important en fait d'avoir une vision à long terme et de planifier ce type d'avènement, parce que ça requiert beaucoup de recherche, beaucoup de constance dans les investissements pour finalement, dans 10 ans ou dans 20 ans, quand cette technologie sera sur le marché avec une proportion sans doute inférieure à celle de la batterie, mais quand même significative, on parlera de centaines de milliards de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est très important pour l'emploi en France et pour la balance commerciale, pour notre puissance économique et notre souveraineté quelque part aux technologies et aux capacités à produire des moyens de transport. Merci beaucoup Cyril. Je crois que vous n'avez pas une vidéo d'une start-up justement autour de l'hydrogène. Alors nous allons terminer effectivement sur une vidéo, peut-être pour mettre un mot de la fin qui soit un peu plus, qui soit positif, parce que je pense que souvent ces nouvelles technologies ou toutes ces problématiques qu'on rencontre peuvent faire peur, et on se dit le renouveau ou le changement fait peur, mais on va regarder cette vidéo et puis on donnera un mot de la fin plus positif. Voilà, alors l'électrification, finalement, c'est une opportunité pour les usagers, les citoyens, la planète,
Et c'est surtout une formidable opportunité de développement économique et industriel. Et donc, c'est fun, c'est plein d'optimisme. Merci beaucoup Cyril. Donc vous veniez nous parler de Renault et des innovations que vous développiez. Merci beaucoup à Frédéric Mazella aussi qui nous a parlé de Blablacar. Je vais maintenant appeler Nicolas Bouzou, vous remercie encore, et appeler Nicolas Bouzou qui était là depuis le début, il était là derrière la caméra à tout écouter. Écoute là où tu veux. Je peux me mettre là. Et qui va nous proposer une synthèse de ce qui s'est dit depuis une heure. Bienvenue Nicolas, installe-toi. Merci beaucoup Olivier. Déjà merci d'avoir pris cette initiative. Hein. Ça illustre quelque chose auquel on croit tous les deux. Une idée assez simple, mais enfin qui est juste et qui est profonde, c'est que les entrepreneurs ont réponse à tout. Et ont réponse à tous les problèmes qui se posent. Et je pense que cette question de la mobilité, elle est très importante à deux titres. Alors déjà, elle est très importante, tu l'as dit dans ton introduction, je dirais, pour des raisons qui sont des raisons d'ordre philosophique. Tu as très bien dit qu'étant privé de mobilité, on voit bien que c'est un besoin assez fondamental. Rien que le fait de se rendre dans un café, d'avoir privatisé un café avec bien évidemment un respect drastique des consignes sanitaires, mais quelque chose qui nous met en joie. Alors que finalement, il y a un an et demi, ce sont des choses qu'on faisait couramment. Donc on voit qu'on a vraiment besoin de sortir de chez nous. Et je le disais, la mobilité, c'est une notion philosophique qui est très importante parce que c'est le fait de sortir de chez soi, mais de s'extraire de soi aussi. Donc c'est une notion philosophique. Alors si je voulais être un peu pompeux, je dirais kantienne, c'est l'idée de s'arracher à soi. Et je ne sais pas toi et je ne sais pas vous qui nous regardez, mais je trouve qu'on le ressent très fortement en ce moment, à cette idée d'aller ailleurs, d'aller dans une autre ville, de repartir à l'étranger. C'est vraiment un besoin qui est absolument fondamental. Et en même temps, nous sommes très soucieux, et beaucoup plus soucieux d'ailleurs que certains qui ont préempté le terme d'écologie, nous sommes très soucieux, évidemment, des conséquences écologiques de nos déplacements. Alors la solution, elle ne peut pas être dans la limitation de nos déplacements, sauf bien évidemment quand on fait des choses de façon excessive. Ce n'est pas la peine de prendre l'avion pour faire 300 km. Si on peut prendre un train, c'est mieux. Mais on ne peut pas réduire la mobilité sous prétexte de réduire l'empreinte carbone. Ce n'est pas possible. Et puis, de toute façon, cette idée est trop simple intellectuellement pour être recevable. Hein, l'idée selon laquelle, pour polluer moins, il faut tout faire moins, c'est nul. Et ce n'est pas ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous et ce qu'on attend des entreprises, c'est faire mieux. Et c'est très exactement ce dont on a parlé ce matin. Ce sont les déplacements efficaces via le partage de véhicules, via les voitures autonomes qui elles-mêmes sont l'un des éléments de ce que l'on appelle les smart cities. Ce sont les énergies propres, les énergies renouvelables. Hein, c'est toutes ces briques, comme tu l'as très bien dit, et tout ce que font nos amis entrepreneurs, qui vont nous permettre de concilier la mobilité et la protection de l'environnement. Alors une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on attend des pouvoirs publics ? Je pense qu'en matière de financement, c'est d'ailleurs assez symptomatique, on n'en a pas trop parlé ce matin. Je pense que si on n'en a pas trop parlé, c'est parce qu'on a fait des progrès. Alors la France, parfois, puisque tu organises, et Sapiens organise ces petits déjeuners pour donner une note de confiance finalement dans l'avenir, en France, parfois, il y a des révolutions à bas bruit. Et il me semble que sur les questions de financement, de capital investissement, au fond, on a quand même plutôt bien avancé ces 10 dernières années. Il n'y a pas eu de grande révolution, mais quand on regarde les levées de fonds des startups, hein, vraiment c'est très clair ces dernières années, on voit que ça a bien progressé. Alors, on ne va pas se mentir, c'est encore difficile de lever 500 millions d'euros d'un coup, mais on voit quand même de plus en plus de levées de fonds de plusieurs dizaines de millions d'euros, et on voit même maintenant quelques levées de fonds à plus de 100 millions d'euros. Donc, je trouve que de ce point de vue-là, les choses très clairement évoluent dans le bon sens. Il y a un sujet sur lequel on n'est pas bon. Et l'intervention que j'ai écoutée, notamment sur la voiture autonome, qui est un sujet sur lequel, en plus, que vous connaissez bien chez Sapiens, m'a tout à fait passionné, parce qu'on a sans doute une difficulté, non pas de financement, mais d'accès au marché. Et ça, c'est quelque chose que je retrouve dans beaucoup de secteurs, notamment dans un secteur qui nous intéresse beaucoup tous les deux et pour lequel peut-être tu feras un petit déjeuner, d'ailleurs, qui est celui de la santé. Il faut quand même qu'on comprenne que la facilité d'accès au marché, c'est un élément d'attractivité et de compétitivité.
la voiture autonome. Il est clair que si dans nos villes... Moi, le vélo, je trouve ça très bien, hein, j'en fais, je trouve ça absolument formidable. Mais on ne peut pas avoir des villes 100% vélo. C'est pas possible. Il faut plus de vélos dans les villes, formidable, c'est ce qu'on fait, hein, c'est vraiment très bien. Mais il faut aussi qu'on réserve des espaces pour des déplacements qui sont des déplacements très innovants. Et il faut que ce soit fait de façon très expérimentale. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'on ait des dérogations pour ouvrir le marché, pour permettre de tester les voitures autonomes à grande échelle, sachant que la voiture autonome, ça a été très bien dit, c'est quand même en grande partie de la donnée, de l'analyse de données. Et donc, pour être bon dans le domaine de la voiture autonome, il faut avoir des voitures autonomes qui ont la capacité à rouler beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord ? Et donc, il faut vraiment qu'on réfléchisse à ça. Moi, je pense que les grandes métropoles françaises peuvent aller encore beaucoup plus loin avec l'aide de l'État pour faciliter ce type d'expérimentation et pour dire à nos amis entrepreneurs, vous développez des logiciels, des voitures autonomes, tout ce que vous voulez. Nous, on vous fournit un cadre qui va vous permettre de faire vos essais. Et ça, je pense que c'est quelque chose sur lequel on n'est pas bon. Les Américains sont très bons là-dessus, hein. Les Chinois, évidemment, sont bons aussi. Il faut vraiment qu'on aille beaucoup plus loin. Donc ça, c'est le premier sujet. Deuxième sujet, alors là, je vais être un tout petit peu plus critique par rapport à ce qui a été dit, mais c'est une critique vraiment, vraiment amicale. En France, on a vraiment un défaut, et là je l'ai entendu ce matin, on est trop modeste. Parce que j'ai entendu plusieurs fois dire « Ouais, mais les Américains, ils ont de très grandes ambitions, mais nous, c'est bien qu'on ait des ambitions un peu plus faibles. » Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que les Américains ont raison d'avoir de très grandes ambitions. Elon Musk, peut-être qu'Hyperloop, en effet, c'est très ambitieux, mais moi je connais bien l'économie du spatial. Il y a 10 ou 15 ans, tout le monde méprisait Elon Musk avec ses bouts de fusée qui revenaient sur Terre. Tout le monde le méprisait avec l'idée selon laquelle il allait pouvoir emmener des gens comme toi et moi dans l'espace. Puis aujourd'hui, plus personne rigole avec ça. Est-ce qu'il le fait? Bon. Alors ça a pris beaucoup plus de temps que ce qu'il avait annoncé initialement, mais je pense qu'il faut absolument qu'en France, on ait une espèce de déclic mental et qu'on se dise que la vocation d'un pays comme la France, en plus la France c'est quand même un pays universel, c'est un petit pays, mais c'est un pays qui est... c'est un pays particulier quand même. Dans le monde entier, on connaît la France, ça évoque des choses. Donc il faut qu'on s'appuie là-dessus pour être un petit peu moins modeste. Et puis, troisième sujet que je voulais évoquer, et je m'arrête là, on a parlé notamment avec Renaud de la question de l'énergie. Ce qui a été dit d'ailleurs sur les batteries était tout à fait passionnant, sur l'hydrogène aussi, mais je voudrais revenir sur la question de la voiture électrique. Je crois beaucoup en la voiture électrique, je roule depuis longtemps en voiture électrique. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'on a toujours un problème d'infrastructure et de bornes. Hein. C'est vraiment, alors là, on a vraiment un décalage entre les annonces politiques et le vécu du citoyen de base qui n'arrive pas à faire avec une batterie. Moi, j'ai une batterie qui a 250 km d'autonomie, mais je ne peux pas aller dans les Vosges. C'est pas possible, c'est trop risqué parce qu'il n'y a pas assez de bornes. Donc là, on a un vrai problème d'infrastructure qui quand même ne devrait pas être très compliqué à régler. Enfin, si l'État n'est même pas capable d'organiser ça, alors je sais que le président de la République nous a dit hier que l'État avait fait de gros progrès d'organisation pendant la crise. J'aime bien le président de la République, mais là, je nuancerais peut-être un tout petit peu son propos. En tout cas, ces progrès m'ont pas paru toujours forcément évidents. Enfin, en tout cas, il n'arrive pas à organiser un déploiement des bornes électriques. Mais l'électrique, c'est des énergies renouvelables, c'est très bien, mais vouloir déployer de l'électrique, ce qui est très très important, et là aussi c'est un problème d'accès au marché en fermant des réacteurs nucléaires, me paraît être une contradiction absolument majeure. Et ça, c'est quand même un souci qu'on a en France et qu'ont les politiques publiques en France, c'est qu'on a des contradictions, on a des injonctions contradictoires. Alors, on va mettre de l'argent dans les véhicules électriques, donc on va mettre de l'argent privé, hein, c'est ce que fait Renault, on va mettre de l'argent public, donc super, très bien, on va mettre de l'argent pour développer des batteries, moi j'ai beaucoup soutenu ça, il va y avoir une magnifique usine par exemple dans la région de France, tout ça est absolument formidable. Donc on a raison de faire ça, c'est bien de faire ça, mais de l'autre côté, on diminue notre capacité à en tirer toutes les externalités positives économiques parce qu'on
ferme des réacteurs nucléaires qui n'avaient rien demandé, qui marchent très bien, parce qu'on n'arrive pas à déployer de bornes suffisamment vite. Et donc, au fond, on dégrade un peu la qualité de notre écosystème, alors même que par ailleurs, on fait des choses bien. Donc il y a une demande qui a été formulée ce matin au pouvoir public qui est d'apporter prévisibilité aux politiques publiques. Je pense que c'est très, très juste. Je pense aussi, je l'ai dit, qu'il faut qu'on soit plus en capacité d'expérimenter en matière d'accès au marché, faciliter l'accès au marché, mais il faut aussi qu'on ait une plus grande cohérence de nos politiques publiques. Il ne faut pas qu'on envoie des injonctions contradictoires, parce que ce qui a été bien montré ce matin, c'est que le terreau entrepreneurial et le terreau en matière d'innovation, on l'a. C'est quand même formidable. On a des entrepreneurs dans tous les domaines. Et ce qui était passionnant ce matin, c'est qu'on a des startups et des grandes entreprises. Alors ça, c'est un peu propre à la France, hein. Aux États-Unis, par exemple, ils ont beaucoup de startups, mais ils ont moins cette articulation entre les grandes entreprises et les petites entreprises. En France, on a vraiment ça. Donc ça, c'est une force. Mais il faut quand même qu'on transforme l'essai, sinon on va rester un pays secondaire en matière d'innovation, ce qui est dommage parce qu'on peut avoir une ambition un peu plus grande, donc il faut vraiment qu'on rende nos politiques publiques un peu plus cohérentes. Voilà ce que je voulais dire, cher Olivier, pour conclure. Merci beaucoup Nicolas pour cette très excellente synthèse. C'est vrai qu'on a la réputation à l'étranger d'être très prétentieux et puis paradoxalement, quand on a dit on va faire quelque chose sur la France qui gagne, les gens nous disent « Ah mais c'est vrai que c'est pas très français, les Américains feraient ça plus facilement ». Mais non, ne soyons pas modestes, il y a un moment donné, il faut qu'on reconnaisse de temps en temps un petit peu nos forces parce que les défis, on les connaît, ils sont difficiles, que les géants, il y en a, que des puissances ailleurs, il y en a, mais ne boudons pas notre plaisir quand nous sommes capables d'innover et d'avoir une place dans le monde et je crois que c'est ce qu'on essaye de montrer. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de montrer avec ce premier numéro donc, qui est fait avec Nicolas Buzou, avec l'Institut Sapiens et avec Syntec Numérique, notre partenaire. Et nous vous donnons rendez-vous le 17 décembre pour le deuxième opus autour du sujet passionnant de la cybersécurité. Merci beaucoup de nous avoir choisis. Nous avons pu vérifier aussi que la France qui gagne et la France qui se lève tôt. Et au 17 décembre, très bonne journée à tous. Au revoir, merci.